êtes à rédiger des procédures, des process et à rendre des tableaux et une lourdeur administrative qui s'intensifie quand même, on n'est pas d'abord sur un lieu de travail, on est d'abord sur un lieu de vie. Alors autant vous dire que quand on arrive avec un projet de on va faire vivre les rêves, une chambre à rêve sur l'établissement, il se dit ça y est, la directrice elle a fumé quoi encore ? Vous sortez les yeux mouillés, mais ça fait du bien. Moi je vois que des directeurs qui ont envie. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Dans nos parcours professionnels, il y a parfois des moments suspendus. Des instants où l'on se dit « Tiens, et si on osait rêver ?» Dans le secteur médico-social, et en particulier en résidence autonomie, ce genre de moment semble rare. Trop souvent invisibles, ces structures regorgent pourtant d'initiatives humaines, sensibles et inspirantes. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans le quotidien d'une directrice qui incarne cette énergie du terrain. Gwendoline Coulet dirige une résidence autonomie. Militante engagée pour le bien vieillir, elle n'a jamais cessé d'être proche des réalités humaines. Elle va nous raconter un de ses projets, la chambre à rêve, mené avec son équipe et des artistes. Un projet simple mais puissant, un projet qui dit beaucoup dans la manière dont on peut, même dans des cadres contraints, remettre du souffle dans le quotidien. Bonjour Gwendoline. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie de faire cet épisode avec vous parce que c'est le premier épisode que je vais faire pour cette saison 2 sur un aspect beaucoup moins, on va dire, sanitaire que les épisodes précédents. Et j'avais vraiment envie de pouvoir aborder aussi le secteur du médico-social parce que c'est vrai que c'est souvent un secteur qu'on oublie un petit peu. Alors on parle souvent de ce secteur de manière plutôt négative, surtout sur les derniers mois avec la crise des EHPAD. Mais ce que je vous propose justement aujourd'hui, c'est qu'on aborde justement ce domaine un petit peu de manière différente, qu'on parle déjà de votre parcours, du fonctionnement de votre structure et bien sûr de tous vos projets, notamment des projets artistiques et surtout votre vision du secteur. Donc on a un programme chargé pour cet épisode. Mais avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter. Ok. Merci pour cette opportunité de parler des résidences autonomie et pour la confiance et cette jolie présentation qui a été faite. Oui, effectivement, le médico-social. Donc moi, je suis directrice d'une résidence autonomie dans le Var, fonction publique territoriale de 50 places. J'ai déjà dirigé une autre aussi résidence autonomie qui était de 113 places dans une ancienne collectivité. Et aujourd'hui, effectivement, j'essaye par les projets au sein de notre structure de faire rayonner les résidences autonomie, de par aussi mes mandats auprès de la FNADEPA, donc qui est une fédération nationale d'associations de directeurs d'établissements et de services, sur un mandat plutôt local au niveau du Var et sur un mandat national où effectivement, avec une collègue, on essaye de parler de toutes les initiatives qui se font dans les résidences autonomie. C'est déjà un emploi du temps bien chargé. Avant de prendre une direction justement de résidence autonomie, vous aviez quel parcours ? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire ça comme ça, pour un directeur de structure médico-sociale, puisque moi, j'ai mon diplôme initial, c'est je suis assistante sociale.
Donc j'ai très rapidement pris des fonctions d'encadrement sur une unité de service social dédiée à la coordination gérontologique sur une autre collectivité, avec la création de forums seniors, d'axes de prévention, d'accès aux droits, de maintien et de la prévention du maintien à domicile, voire de l'orientation en structure médicalisée quand c'était nécessaire. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité donc bon, voilà, je me suis formée, j'ai passé des concours dans la fonction publique et j'ai eu l'opportunité sur ma précédente, collectivité de prendre le poste de directeur de, à l'époque, foyer logement parce qu'effectivement, il fallait une montée en compétences sur la direction de ces établissements et mon ancienne collectivité m'avait fait cette confiance. Donc j'aime bien dire que je sors pas d'école de direction et que c'est vraiment la pratique de terrain et la coordination médico-sociale qui fait mon identité. Mais ça m'a demandé de quand même aller bien me former parce qu'on a des postes très polyvalents sur la gestion, sur la gestion d'un bâtiment, des bâtiments qui sont vieillissants, hein, sur les 2 structures que j'encadre, donc avec des programmes de rénovation et de réhabilitation, sur la gestion de cuisine, interne, sur du management, sur, voilà, toutes ces particularités-là. Oui, donc c'est sûr que, voilà, vous avez c'est ça je suppose quand vous avez pris ces postes de direction, petite crainte, je suppose au début, de voir en fait, tous ces aspects. Je pense qu'on est assez loin, peut-être quand on travaille dans le médico-social ou soit aussi dans des établissements sociaux, de voir en fait à quel point le directeur est assez polyvalent finalement dans toutes ses fonctions et même si bon, vous l'avez dit, vous n'avez pas un parcours, on va dire classique d'avoir pu faire, voilà, un master de management sur ce type d'établissement. Mais je suis même pas sûre, en tout cas, que quand on sort de ces masters, on soit bien au clair sur toutes les fonctions, en tout cas, qui nous attendent en tant que, directeur d'établissement. Ouais, et je suis pas sûre que je le suis encore sur celles qui m'attendent dans l'avenir. J'aurais tendance à dire parce que si on m'avait dit que ça relevait d'une, alors petite crainte, oui et non parce que je l'avais vu vraiment dans une évolution et d'une confiance dans la collectivité et au départ effectivement comme les postes m'avaient été présentés, quand on est dans le réel, en fait, même d'avoir changé de direction, je veux dire que la direction que j'occupe aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'occupais, il y a 5 ans en arrière. Parce que chaque structure, chaque territoire a sa spécificité. Chaque projet politique, quand on est dans de la fonction publique territoriale, est aussi différent. Et surtout, le public qu'on accueille est différent, évolue plutôt rapidement sur des problématiques aussi diverses et variées. Et j'ai même envie de vous dire que je sais pas ce qui nous attend demain. Donc effectivement, on va pas réfléchir comme ça parce que sinon on prend pas des postes de direction, je pense. Mais effectivement, ça demande une analyse des pratiques et une évolution et une montée en compétences permanente jusqu'au stade où on se dira que, effectivement, soit il faut arriver à s'entourer, ce qui est très compliqué en résidence autonomie, soit il faut arriver à faire entendre effectivement la spécificité et la polyvalence de nos métiers pour qu'on puisse nous mettre des moyens à disposition plus importants parce que, pendant qu'on fait toute la partie en montée, je prendrai l'exemple qu'on a évoqué hier sur les évaluations. Quand vous êtes à rédiger des procédures, des process et à rendre des tableaux et une lourdeur administrative qui s'intensifie quand même, ça veut dire que votre porte elle est fermée et que vous n'avez pas le contact avec les résidents, alors que moi je suis convaincue que les résidents ont besoin du contact de leur direction. Ouais, complètement, surtout sur ce type de structure où voilà, vous êtes, vraiment sur des personnes qui sont là pendant longtemps. On n'est pas du tout dans le côté, voilà, très sanitaire où on a une patientèle qui est très différente, et on parle bien de résidents et non pas de patients justement. Moi j'ai l'habitude. Vous Ouais, j'ai l'habitude de dire que je travaille pas à mon bureau, hein, je travaille chez eux. Donc effectivement, alors stratégiquement, mon bureau est situé dans le hall d'entrée et effectivement, j'aime travailler la porte ouverte pour avoir cette réalité. Mais en contrario, j'ai pas la concentration non plus, que certains sujets me demandent. Donc du coup, il y a des choix à faire. Mais effectivement, il faut pas oublier que quand on est dans le médico-social sur une maison, hein, à vivre, et j'aurais tendance à dire que c'est pareil comme de l'EHPAD puisque ça devienne leur domicile, on n'est pas d'abord sur un lieu de travail, on est d'abord sur un lieu de vie dans lequel on exerce une profession.
Ouais, c'est assez important. Alors justement, ça me permet de faire le lien. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce que c'est une résidence autonomie? Parce que souvent, moi, je pense qu'il y a quelques, des fois, petites erreurs dans voilà, le sentiment des gens sur une résidence autonomie versus un EHPAD. Pour vous, voilà, vous, en plus, vous avez bien exercé en résidence autonomie, donc c'est bien au clair pour ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, de manière simple, pour vous, qu'est-ce que c'est une résidence autonomie? Alors, une résidence autonomie, c'est une structure médico-sociale, mais c'est surtout une structure à vocation sociale. Pour bien comprendre ce qui va la différencier d'un EHPAD ou des autres structures, pour moi, j'aime bien revenir à l'histoire. C'est les anciens foyers logements. Ça part d'un projet au départ de vraiment issu des territoires qui disait, il y avait les hospices des vieillards dans les années 80 et il n'y avait pas de solution alternative pour les gens qui choisissaient qui souffraient de solitude et qui avaient envie de vivre en collectif. Il y avait le foyer des anciens, mais il y avait une demande de la population d'être un peu plus que le foyer des anciens et de pouvoir habiter sur le même lieu de vie. Donc c'est comme ça que les foyers logements ont été créés sur des projets vraiment de territoire, sur ce besoin-là de répondre à une vie en collectivité sans à l'époque, c'était les hospices des vieillards, voilà. Et du coup, c'est des structures qui étaient assez innovantes, hein. Quand aujourd'hui, je fais le parallèle sur tout ce qui est le logement intermédiaire en disant que c'est assez novateur. Alors, ça n'engagera que moi, mais j'aime bien dire que ça existait dans les années 80 parce qu'il y avait des élus qui s'étaient penchés sur ces questions-là. Et effectivement, c'est de permettre aux personnes de vivre en totale autonomie dans un studio. On n'est pas sur des chambres et on parle d'un petit appartement ou d'un studio avec la mise à disposition de services collectifs. Et que là, la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2016 est venue consacrer avec le terme de résidence autonomie et son inscription dans le Code de l'action sociale et des familles, qui vont le différencier de toutes les autres structures dont on va parler de logement intermédiaire. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi compliqué de positionner les résidences autonomie parce qu'on va dire, moi je vais dire vulgairement que c'est une maison de retraite non médicalisée, mais qui est dans le Code de l'action sociale et des familles avec des obligations qui sont très proches d'un fonctionnement d'EHPAD à l'exception du côté sanitaire et soignant. OK. Alors Mais dans justement, l'absolu, on doit pouvoir, la résidence autonomie doit pouvoir être, un choix de prévention à son propre vieillissement ou à sa perte d'autonomie pour permettre de vieillir chez soi, mais dans un environnement collectif. très bien. Et alors justement, le profil de vos résidents, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Comment ça se passe? Alors ça, il va être, ciblé dans le projet d'établissement de chaque directeur. Moi, je sais qu'il y a pas de limite d'âge. La limite, elle est normalement retraité ou plus de OK. 60 ans. Donc elle va être à ce niveau-là. On peut faire des admissions. C'est très compliqué aujourd'hui de donner une définition du profil type en résidence autonomie parce qu'à contrario des EHPAD, on va dire que c'est l'entrée dans la dépendance qui va permettre l'orientation en EHPAD. Sur une résidence autonomie, c'est, j'aime bien dire un projet avec un critère de fragilité qui va être soit le sentiment qui peut être le sentiment de solitude, qui peut être le veuvage, qui peut être le grand âge, qui peut être, d'être trop éloigné des petits commerces et d'avoir, plus la capacité de conduire, mais en ayant toujours son autonomie et de vouloir, se rapprocher, de services collectifs. Comme ça peut être alors moi ce que là je constate, c'est qu'on a des projets plutôt âgés, plus de 90 ans, où effectivement il y a le souhait d'être acteur de sa perte d'autonomie et de choisir une structure comme la résidence autonomie, ou des profils à contrario plutôt très jeunes, 60-65 ans, avec des parcours de vie abîmés, avec une solitude ou une dépression qui s'est installée et avec, une sortie de structure médicalisée dans le cadre du handicap, où on peut plus rester parce que, du coup, on a fini son travail à l'ESAT et qu'à un moment donné, il faut se réorienter sur un logement. On va être sur des projets très mixtes et très larges qui font aussi la spécificité de notre, structure. J'aime bien dire que j'ai une moyenne d'âge de 82 ans, mais qui ne veut rien dire quand j'ai plus de 15 résidents qui ont plus de 90 ans et quand j'en ai, 10 qui ont moins de 70. Ouais, on voit quand même que c'est, un panel qui est quand même assez divers. On va dire Au que niveau d ouais, pardon, ce qui va les rassembler, c'est peut-être cette solitude à un moment donné ressentie qui fait qu'on va vers du collectif. Au niveau de votre équipe,
qui, vous entourent, quels sont les profils justement ou quelles sont les fonctions, que vous avez autour de vous? On rappelle, vous êtes sur une résidence autonomie de 50 places, c'est bien ça? Donc, proportionnellement, voilà, comment ça s'articule toute votre équipe? Alors, je sais que nous, dans le Var, comme on est tarifé par le département, on a la chance de pouvoir avoir une équipe assez étoffée et parce qu'on a des prestations. Moi, j'ai une cuisine sur place. Je fais de la restauration sur site, 365 jours dans l'année, les 3 repas jour. Donc forcément, il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc je parlerai que de ma structure. Donc moi, c'est 13 équivalents temps plein avec, effectivement, on va dire 9 agents basés sur le fonctionnement de la cuisine, les prestations d'entretien, les prestations de blanchisserie, le service à table puisqu'on sert à l'assiette, et on va dire le projet de vie sociale du résident qui permet à ces agents, que moi j'appelle socio-polyvalents, d'être, aussi dans la proximité, dans la connaissance de l'ensemble de nos résidents. On va avoir un agent de maintenance technique parce qu'on est sur un bâtiment vieillissant et qu'il y a toujours dans une maison des travaux à faire. Je vais avoir, un animateur qui est très important sur la vie, collective et sur la dynamique de cette vie collective et des projets dont on parlera tout à l'heure et j'ai une assistante de direction. OK. Qui, avec, enfin, c'est mon binôme qui fait aussi bien l'accueil, les visites et tout ce qui est relève d'un établissement, la gestion RH, la gestion financière, comptable, tout ça. OK. Bon, c'est très clair, le contexte au moins est posé. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur votre quotidien? Alors, je pense que le mot quotidien, ça va être difficile pour vous parce que je suppose que chaque jour ne se ressemble pas, mais quelles sont un peu vos fonctions en tant que directrice de résidence autonomie? Alors les fonctions, elles sont, comme on vient de le dire, très larges et très polyvalentes, hein, c'est difficile de dire le quotidien. Le quotidien, c'est que je sais que j'arrive à 8h30. Après, c'est difficile de dire si j'aurai le temps de prendre une pause repas et à quelle heure je pars, sauf si j'ai mes enfants à aller chercher à l'école. Il y a pas un jour qui se ressemble. On va dire que nous, enfin, en tant que directrice, moi, je dois m'assurer que tous les moyens sont mis à disposition pour qu'on puisse faire du bon travail et que le résident vive correctement, enfin, ou du mieux qu'ils puissent dans notre établissement. Donc après, on va dire que j'ai plus un quotidien mensuel qui va être, début de mois, effectivement, l'élaboration de la paye, des horaires, des plannings, la mise en route de tout le mois et de la facturation des résidents et on va dire que les débuts de mois sont très RH et comptables. On va s'octroyer en milieu de mois, la possibilité effectivement d'avoir toutes les instances participatives, conseil de vie sociale, le fait de pouvoir aller voir les résidents, régulièrement ou d'avancer sur certains projets aussi d'animation et les fins de mois, on va dire, voilà, de clôturer le mois. Sur une journée, j'ai tendance à dire qu'il faut au moins que je me laisse la possibilité que les résidents voient que je suis dans l'établissement, comme les agents. Donc mon quotidien, il se résume, oui, par l'arrivée à 8h30 et le fait de pouvoir dire bonjour à mon équipe et d'essayer de prendre le temps de boire le café avec eux sur des transmissions très informelles. Et après, effectivement, de laisser une partie de mon bureau ouverte pour que les résidents puissent voir que je suis là et puis pour des petits problèmes quotidiens. Et après, effectivement, il se ferme et il se consacre, sur voilà, ce qui incombe à la directrice d'un établissement, mais on va dire que notre métier se résume à mettre tous les moyens en œuvre pour que nos équipes puissent faire leur travail correctement et que les résidents puissent vivre, correctement aussi, dans l'établissement. Alors justement, donc là, on est un peu dans le quotidien, on va dire classique et d vos fonctions indispensables, dans ce type de structure. Mais vous avez bien entendu des projets qui vont rythmer, un petit peu, tout votre quotidien et le quotidien à la fois de votre équipe et à la fois, de vos résidents. Comment vous arrivez déjà à trouver le temps? Est-ce que c'est un travail d'équipe pour justement avoir certains projets pour un petit peu animer ce quotidien? Alors, moi, il y a eu la phase, ça va faire 4 ans et demi que je suis directrice de cette structure. Il y a quand même eu pendant 2 ans l'élaboration du projet d'établissement, sur lequel on a, réfléchi ensemble sur nos valeurs et ce qu'on voulait, ou qu'on on voulait que Roger Mistral rayonne.
et ce qu'on voulait, produire ensemble. Donc il y a eu quand même cette phase, qui est, je pense, indispensable dans une structure. C'est vraiment que tout le monde partage alors j'ai envie de vous dire, et ça c'est dans le monde merveilleux de Mickey, hein, ça veut pas dire que c'est le cas, non plus dans ma structure, mais au moins des valeurs communes pour retrouver, quotidiennement le sens et pour se dire: «OK, on nous fait cette proposition, on a tel projet, on a telle chose, comment on avance ensemble?» Après, on est rythmé par moi, je fais une réunion d'équipe où je demande à l'ensemble des agents d'être présents, par mois, où effectivement, il y a aussi bien le cuisinier qui a, son mot à dire que, l'animateur sur un projet de vie sociale et j'ai tendance à dire qu'on se met pas de limite en fonction des propositions qui nous sont aussi, proposées, offertes comme le projet dont on va parler. C'est-à-dire qu'on se met pas de censure par rapport à une gestion quotidienne qui serait trop lourde. Ça, c'est effectivement, j'ai envie de dire le petit pouvoir du directeur. Même si je sais que ça va représenter une charge, ça demande un engagement et c'est ce qui permet des fois de faire des pas de côté. Donc du coup, on est aussi, très agréablement surpris comme on refuse pas certains projets qui n'ont pas de coût, hein. Moi, un projet qui va être refusé, c'est celui qui aurait un coût qui n'aurait pas été anticipé ou qui va nous mettre sérieusement en difficulté ou qui correspondrait pas au projet d'établissement. Mais par exemple, le projet de la chambre à rêve n'avait pas de coût financier pour la structure, si ce n'est de mettre des moyens à disposition humains et structurels. Bah, du coup, ça, on l'aborde en réunion. On part sur la base du volontariat, de quel agent a envie d'aller dans ce projet-là et moi, après, en fonction des moyens qu'on peut mettre à disposition, on y va ou pas. Je cache pas que ça demande quand même un réel engagement, au moins du directeur et qu'il soit accompagné de son animateur. Moi, j'ai la chance d'avoir un animateur qui est partant pour tout, même que des fois je freine, hein, donc d'un binôme effectivement direction-animation qui est hyper importante sur l'aspect de vie sociale et de comment vous embarquez les résidents et les restes du membre de l'équipe, sur sa propre responsabilité et sur le sens au travail. Mmh, bien sûr. Si on se Alors contente à ce qu'on doit faire dans le quotidien, à ce qu'on attend de nous, c'est hyper compliqué d'avoir du sens, enfin, en tout cas pour moi, d'avoir du sens dans la durée parce que un projet comme celui-là, bah, on organise toute la vie de la structure autour de ce projet, de la chambre à rêve dont on va parler sur une journée. Si on voit les difficultés auxquelles on va être confronté, on n'y va pas. Par contre, si on voit l'opportunité du pas de côté que ça peut nous permettre en se disant, bah, au pire, le résultat, c'est, bah, qu'on a fait, un changement sur une journée et ben, on se laisse cette possibilité-là. Je me refuse de, aujourd'hui, me censurer, sur des choses qui seraient liées au départ à des moyens qui ne sont pas financiers. ouais. Mais Alors ça justement, demande. comment, on va dire, est née, l'idée de ce projet? Moi, j'en avais, alors pour le coup, jamais entendu, parler dans voilà, dans d'autres structures. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter, voilà, les prémices? Et puis, bah, bien sûr, comment ensuite, vous vous êtes lancés dans cette aventure? Alors, ce projet de la chambre à rêve, il est, donc c'est une proposition que nous a fait, l'ASEPT, c'est l'association santé, éducation et prévention PACA qui réunit les caisses de retraite et qui est financée par la conférence des financeurs pour mettre en place des actions de prévention, à destination d'un public autonome. En fait, ça remonte, on va dire, à 2 années où l'ASEPT avait sollicité ma structure pour faire des ateliers de prévention. Heu on peut être financé en résidence autonomie dans le cadre du forfait autonomie sur des actions de prévention et moi j'aime bien dire que, bah, si on donne les moyens directement, on peut aller nous aussi, faire certaines actions comme des ateliers mémoire, des ateliers, de motricité, des ateliers de prévention des chutes. L'ACEPT a travaillé à une réflexion autour des résidences autonomie, de ces commentaires-là qu'on avait pu faire en disant: «Bah oui, mais quelle est la différence entre les ateliers de prévention pour les résidences autonomie et que ceux que nous, on finance dans le cadre du forfait autonomie?» et a essayé de diversifier son offre et en conduisant un parcours spécifique aux résidences autonomie. Donc du coup, tant il y a 3 ans, je leur disais: «Non, je veux, enfin, ces ateliers correspondent pas aux besoins de nos résidents». Ils ont revu leur catalogue et leur offre et ils sont venus avec des ateliers et un parcours. C'est un parcours qui était autour de, différentes thématiques comme les sens, sur la mémoire, sur, le corps et ils nous ont proposé de finir ce parcours sur une action atypique qui est la chambre à rêve
qui est, en fait, c'est un parcours sensoriel où les résidents, enfin le public, parce qu'il n'y a pas que les résidents qui ont participé, pouvaient vivre un moment, on va dire, de bulle, un petit peu onirique, pour, effectivement, une expérience un petit peu hors du temps. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai, par principe de ce que je connais pas de, me dire: «Bah, avant de le critiquer, je vais l'essayer». Donc l'ACEPT avait choisi notre établissement par rapport à cette réflexion qui avait été mise, et pour nous le financer. Donc l'idée, c'était: «OK, on y va, et après on voit». Comme ça n'avait pas de coût financier, puisque c'est pris en charge par l'ACEPT, financé par la conférence des financeurs, on voit et puis on voit les résultats que ça amène. En tout cas, on se laisse l'opportunité de découvrir ce projet-là artistique, qui est aussi dans la continuité d'un projet d'établissement qui est sur l'ouverture autour de la culture, puisque on a fait découvrir nos résidents les arts du cirque, le conte, l'écriture, la danse, et que du coup, on n'avait pas encore fait la production d'une, on pourrait dire des scénettes de théâtre, mais individualisées dans ce contexte-là. Donc, du coup, on a été mis en relation avec la compagnie de l'Arrosoir. C'est pareil, j'ai par principe de demander, à celui qui va faire un atelier ou un projet de se déplacer sur Auger Mistral. Parce que c'est hyper compliqué d'expliquer, même là en podcast, ce qu'on fait si on n'est pas immergé tout de suite dans l'établissement. Je pense qu'il existe autant de fonctionnements que de résidences autonomie et autant de fonctionnements de maisons finalement que ses propres habitants qui y vivent. Donc j'ai proposé, et c'est là où c'était vraiment chouette, c'est-à-dire que la directrice de cette compagnie a accepté de se déplacer même si elle était loin ou de toute façon c'était pas compatible. On faisait pas le projet si on n'avait pas une première rencontre de la visite de la structure. Du coup, qui a accepté de venir, elle a rencontré une partie de l'équipe puisqu'on était sur l'été, donc j'avais pas tout le monde pour pouvoir discuter, et elle a rencontré les résidents aussi. Alors autant vous dire que quand on arrive avec un projet de on va faire vivre les rêves, une chambre à rêve sur l'établissement, il se dit: «Ça y est, la directrice, elle a fumé quoi encore?» Comment? C'est très nébuleux. Alors ça part aussi de forcément notre quotidien et la confiance qu'on met en place avec les équipes et les résidents pour dire: «OK, j'arrive pas à vous traduire ce que ça veut dire. Par contre, je vous dis, on y va et on essaye de vivre l'expérience et on pourra porter une analyse et une évaluation une fois qu'on aura vécu l'expérience». C'est une expérience qui va pas nous mettre en danger parce qu'on peut continuer à produire les repas, parce qu'on peut adapter le fonctionnement de la structure ce jour-là à, leur structure. Alors c'est vrai que ça a demandé à nous adapter parce que c'est une compagnie qui venait de plutôt très loin, qui avait trois heures d'installation, qui avait 4 heures de route, donc mais qui avait pas forcément les moyens de se loger, sur notre territoire, sur le mois de septembre qui est, voilà, dans le Var, les logements se sont pas donnés. Bon, bah, du coup, moi, je leur ai proposé la salle d'animation avec des lits de camp. Ils se sont adaptés, donc ils ont commencé, donc on a permis effectivement aux artistes de dormir, et du coup, on leur a proposé de manger la veille avec les résidents. Donc on leur a offert le repas la veille. Ils ont monté leur petit lit d'appoint, mais comme ils nous ont expliqué, ils ont souvent l'habitude, comme c'est une compagnie théâtrale, de dormir de façon un petit peu précaire, et qu'au contraire, ils préféraient, dormir sur place qu'avoir, le temps de route et d'installation parce que l'idée, c'était qu'on fasse vivre le plus de rêves possible sur cette journée et qu'eux, ils ont une enveloppe de financement et qu'ils consacrent pas cette enveloppe de financement à payer de l'hébergement, qu'ils consacrent aussi à la production de leur travail. Enfin, ça me paraît déterminant qu'on soit sur cette réciprocité. Donc pour une structure, c'est assez simple d'offrir les repas, hein, je veux dire, on produit, 3-4 repas en plus, sur l'établissement. Du coup, on leur a proposé des lits de camp dans la salle d'animation. Donc les résidents, là, ils se disent: «Oh, il y a un truc qui change, madame Coulet, elle permet». Mais comme on avait déjà accueilli une résidence d'artistes, ils commencent à avoir l'habitude et puis ils sont toujours très flattés qu'on vienne voir comment ils vivent aussi. Et après la structure s'est mise en place. La difficulté, c'est comme on est sur un projet super nébuleux, c'était d'avoir des inscriptions. On a toujours, 4-5 résidents qui sont partants. Mais là, on faisait déplacer une compagnie, on va dire qu'il fallait au moins qu'on ait 20 inscrits. On les avait pas le matin du projet, hein. J'ai fait le choix de, en stratégie, faire passer le personnel en premier. Parce que je me suis dit:
Si je fais passer mon animateur en premier, il sera en capacité derrière d'expliquer ce qu'il a vécu. Et comme il y a une confiance qui est instaurée entre cet animateur et les résidents, ça y est, Bernard l'a testé, Bernard nous a dit que c'était bien, allez hop, on y va. Donc c'est Bernard qui l'a commencé en premier, mon assistante de direction et un agent polyvalent qui travaille sur les projets de vie sociaux. Du coup, les résidents étaient plutôt curieux parce que c'est une structure qui se monte, hein, c'est des rideaux, c'est une petite structure de, je pense, une vingtaine de mètres carrés qui s'est montée dans le jardin. Et du coup, on a 3-4 résidents qui sont toujours partants, qu'on a fait passer en premier. On a fait ça sur un créneau du matin. On a laissé le temps du repas faire son travail, c'est-à-dire que le bouche à oreille. Et derrière, l'après-midi, on a pu faire vivre 33 rêves. Alors Oui, qu'on donc avait on 5 on à part 30. de en effet, 5 à 30, c'est assez fou, en plus, c'était sur une journée, c'est ça? Oui, 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 c'est une installation sur une journée puisque le financement était sur une journée. OK. Et la structure justement, donc dans le jardin, bon, il fallait quand même veiller à ce qu'il fasse beau, bien entendu, mais on va dire le résident rentrait dans cette espèce de «pièce» entre guillemets, entourée de rideaux, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est 4 rideaux qui se montent. OK. Alors on avait, c'est bien ce que vous dites parce qu'il n'était pas question d'annuler le projet si, il faisait pas beau. Eh oui. Donc c'est aussi bien, cette compagnie a la stratégie de pouvoir le mettre en place dans une salle que, je crois que ça doit faire, 20 mètres carrés, ces 4 murs. Nous, on a fait le choix de le faire dans le jardin où là, la visite avec, la directrice était déterminante au départ parce qu'il propose un parcours sensoriel pour se mettre dans l'ambiance du rêve, avant de rentrer dans cette chambre qui est confectionnée de 4 rideaux. Effectivement, ces 4 rideaux, donc en fait, l'idée, c'était de réunir les résidents dans un coin du jardin, comme avec une espèce de, vous savez, dans les lits de princesse. Voilà, j'ai pas envie de dire une moustiquaire, mais voilà, j'ai pas le mot de la lit du lit, un petit peu, vraiment cocon autour d'une table où le résident est invité à écrire son rêve, où il était accompagné d'une artiste qui est formée aussi à aller susciter le rêve. Et je veux dire, le rêve, il appartient à chacun. J'ai un résident qui avait juste envie, enfin juste parce que c'est mes représentations, hein, de boire une bonne bière en Belgique. Voilà, c'était ça son rêve. Comme j'ai des résidents qui ont souhaité dire au revoir à leurs propres parents décédés. Du coup, la rédaction du rêve était, très large. Il y a cette rédaction, il y a le fait que vous pliez le bout de papier, que vous le mettez dans une boîte aux lettres et après l'artiste vous fait faire vous bande les yeux et vous fait faire un parcours sensoriel. C'est sur ce parcours sensoriel qu'on pouvait avoir des limites de résidents au départ sur la confiance, c'est-à-dire qu'on va marcher dans la terre avec les œufs bandés, on n'a pas l'habitude, on perd ses repères. Et ça, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, pour l'avoir vécu, c'est déterminant parce que ça vous permet c'est vraiment une réflexion, hein, qui est faite par la compagnie de l'arrosoir. Il faut leur donner effectivement toute l'étude de ce projet-là, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que la personne puisse lâcher un petit peu prise avant. Vous suivez un fil et puis à un moment donné, si vous bloquez, vous allez être relancé sur une question: «Ah, pourquoi ça bloque?» ou on accepte de dénouer. Voilà, il y a tout un parcours sensoriel où après vous arrivez devant la chambre à rêve. Généralement, vous entendez le rêve de celui qui est passé avant, parce que c'est 4 murs de tissu, mais vous avez les yeux bandés. On vous demande d'enlever vos chaussures, c'est pareil sur notre public, non, non, on n'enlève pas les chaussures si ça fait partie du jeu et c'est là où il est important que l'équipe de Roger Mistral était associée au projet parce que sur cette confiance-là, nos résidents n'avaient pas forcément la confiance qu'ils ont dans les membres du personnel, dans les artistes. Donc moi, j'avais un agent qui venait en secours des artistes s'il y avait besoin ou c'était moi qui leur disais: «On l'a fait, vous risquez rien». Et le fait que les agents l'aient fait avant, OK, il y avait pas de situation de danger, même si on avait les yeux bandés. Et après, vous rentrez dans ces 4 murs, de tissu où il y a de la fumée. On vous propose de vous asseoir et d'aller regarder dans un petit, alors j'ai repris le mot, dans un petit cône. Et là, vous avez votre rêve qui se met, en lumière par des artistes. Donc dans une vision qui est où vous allez regarder comme ça. Donc je vous cache pas que j'ai des résidents malvoyants, hein, dans ce projet-là. Donc
l'idée d'y associer l'équipe, c'est que comme nous, on les connaît, on a pu anticiper tout ça et les artistes ont vraiment apprécié en leur disant, «Bah, voilà, Mado, attention, elle a des problèmes de vue», donc ils ont plus axé sur, le son que sur le visuel. On a réussi, même si on était sur un terrain de terre et dans le jardin, à pouvoir, mobiliser 3 résidents en fauteuil. Voilà, j'ai des résidents en fauteuil en résidence autonomie. Oui, mais parce qu'ils ont toute leur autonomie de décision et de mobilité. Alors c'est plus compliqué dans le jardin, donc là effectivement c'est, l'animateur qui a aidé et qui a accompagné à ce qu'on puisse arriver à rentrer le fauteuil dans cette chambre et après ce que vous vivez, c'est très individuel, ça vous appartient et nous ce qu'on a vu, c'est des résidents qui sortaient avec, je crois qu'il y en a pas un qui a pas dit merci à la fin. Et qui a dit: «Ah oui, enfin, je suis content d'avoir vécu cette expérience» et qui a eu finalement besoin de le raconter. Donc on connaît pas mal de rêves, pas par le travail artistique, parce que le résident a eu besoin de le raconter en sortant. Moi, ça me met des frissons, bien entendu. C'est, c'est ça on se projette, en fait, énormément. Moi, j'aurais aimé tellement vivre ça aussi. Ça doit être, assez, déroutant. Est-ce que alors moi, je me rappelle quand j'avais, fait mes études à l'école d'infirmière, moi, j'avais fait un mémoire sur la méthode Snozelen, justement sur la stimulation des 5 sens. Est-ce que c'est justement un peu une approche de stimuler, on va dire, alors peut-être pas les 5, je sais pas s'il y a les 5 sens qui ont pu être stimulés, mais est-ce qu'on est un peu sur cette approche-là? Alors oui, sans peut-être le terme méthode, parce Mmh. que, des fois effectivement de mettre, là on le prend vraiment sur le volet, où c'est la culture qui s'est ouvert à n et qui Mmh. s'adapte à nos structures. J'aurais tendance à dire que ce qui a été hyper intéressant dans cette rencontre artistique pour nous, c'est de se dire, c'est pas une méthode préétablie, ils sont partis de leurs compétences théâtrales, de ce qu'ils avaient envie de partager dans de l'humain et ce qu'ils avaient envie de transmettre et parce que moi, je sais qu'à la fin, j'ai entendu certains rêves et je suis allée les voir en leur disant: «Ça va?» parce que, voilà, quand on voit un résident qui dit au revoir à son père, parce qu'il a pas pu lui dire au revoir et qui s'effondre alors qu'il a 92 ans et que c'est un homme qui a une stature, voilà, émotionnellement, ça remue. Et eux, ils avaient envie de vivre cette réciprocité-là. Je suis pas su Alors, il faudrait poser plutôt la question aux artistes qui ont créé ce dispositif, mais effectivement, nous, on est allés travailler sur cette journée, on est allés travailler l'estime de soi, on est allés travailler, bah, les sens, la confiance, la vie en collectivité et aussi le respect du tour de chacun finalement parce qu'après une fois qu'ils avaient tous envie d'y aller à 13h, fallait aussi travailler le respect de, qui passe en premier. Ah oui, mais moi je suis stressée parce que j'ai mon infirmière qui passe à 17h. Enfin voilà, il y avait toute cette régulation où moi je peux pas attendre, où moi je suis curieux, où moi je peux pas faire ça. On est allé travailler l'équilibre aussi, hein, quand on va finalement, mettre un bandeau sous les yeux, et effectivement, c'est ce que les artistes nous ont dit, parce qu'ils l'ont déjà fait dans d'autres structures et ils ont eu besoin de débriefer derrière. C'était l'implication des agents de Roger Mistral dans, le projet du résident. Parce que le projet, c'était pas, on accueille une structure culturelle, enfin un projet artistique dans la consommation. Enfin, Mmh. je saurais pas comment vraiment le dire, mais nous, ça veut dire que c'est une continuité dans le parcours. Sur l'accompagnement de ce monsieur qui a pu se confier sur le décès de son père et ce besoin vraiment, vital de pouvoir lui dire au revoir, heu, sur, son accompagnement individuel, mais on a gagné un temps fou. Voilà. Mmh. Finalement, sur cette bulle-là, à un moment donné, posée de confiance et de je dépose quelque chose qui est trop lourd. C'est un résident qui commençait à être très en tension sur de la vie collective. Bah, tout de suite derrière, on a pu mesurer effectivement en quoi ce projet artistique et culturel, de l'avoir partagé ensemble, était bénéfique dans son accompagnement quotidien. Il n'avait pas réussi à nous confier cette histoire-là. Il Ouais, se l'est justement, autorisé par moi. il y a un aspect assez, on va dire, psychologique aussi dans tout ça. Justement, sur tous vos résidents, quelles ont été les émotions un petit peu qui sont ressorties? Alors c'est vrai que là, vous nous parlez de ce monsieur, qui a eu ce besoin-là et je pense qu'émotionnellement, ça a dû être compliqué, mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce de fardeau peut-être qui s'est posé. Est-ce que vous avez eu d'autres réactions de vos résidents? Alors, on a eu beaucoup de merci et beaucoup de, alors j'avais envie de dire des yeux qui brillent, mais des yeux qui Mmh. brillent parce qu'il y a une montée de larmes et
Mais la montée de larmes, elle n'est pas négative. Ça veut pas dire qu'ils étaient tristes. Ça veut dire qu'ils ont vécu aussi un moment de joie ou de bonheur qui est venu les cueillir dans l'émotionnel à cœur. Pour l'avoir fait, hein, moi aussi, parce que pour le coup, à un moment donné, je me suis prêtée à l'exercice. Effectivement, cet aspect bulle qu'ils proposent et ce moment un petit peu de respiration. Alors moi, j'ai fait le choix et parce que du coup, c'est comme ça que vous m'avez contacté, hein, de le publier aussi. Moi, j'ai fait le choix de rêver d'une structure où j'aurais plus de temps avec les résidents. Et en fait, sur le rêve, j'ai envie de dire que je comprends qu'en fait, c'est déjà le cas. Et en fait, c'est venu vraiment me cueillir dans l'émotionnel, mais je pense que c'est tout l'environnement qui a mis autour. Et en fait, oui, vous sortez les yeux mouillés, mais ça fait du bien. Et notre animateur s'est un petit peu amusé parce que c'est ce qu'on fait généralement sur tous les projets. On a le moment du café, nous, sur notre établissement qui est clé à 13h, où ils se réunissent autour de l'animateur, puis ils parlent de tout et de rien. Et du coup, la semaine d'après, en disant: «Ah oui, c'était vraiment chouette», enfin, c'était vraiment, même si, j'ai une résidente, hein, ses enfants ont fait le choix de plus venir la voir. Bon, parce que c'est extrêmement compliqué, dès qu'à chaque fois ils viennent, ils se font critiquer tout le temps, donc voilà, c'est leur histoire de famille. D'avoir pu, c'est un rêve qui est assez triste finalement, sur un constat de vie, de ce qu'on a fait, pendant sa vie et du résultat qu'on en obtient à sa fin de vie. Mais on sent qu'en tout cas, ça a fait du bien à tout le monde. Ouais. Et les agents, je sais pas quel rêve ils ont fait, sauf ceux qui ont pu vouloir me le confier, mais ils s'en sont servis sur une bulle, vraiment d'expression et hors du temps, d'un moment qu'ils pouvaient vivre aussi sur leur lieu de travail. Et du coup, pour mieux comprendre ce qu'avaient vécu les résidents. J'en ai Ouais, pas un j'en ai pas un qui, alors pourtant ils sont très critiques, mais j'en ai pas un qui est sorti en disant: Ouais, bof». Voilà. C'est vrai que ça arrive sur certains projets et là, c'est vrai que si on se fait ce retour-là, soit ils ont pas voulu tester, soit j'ai pu avoir de la frustration: «Ah mais si on avait su que c'était ça, on serait venus». Bah oui, en fait, ça c'est votre responsabilité puisque c'était ouvert à tout le monde. Donc on renvoie, mais même sur cela, finalement, on fait un travail de les renvoyer sur leur propre responsabilité, de saisir les espaces qu'on leur offre ou pas. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de caractère, en tout cas, obligatoire, que vos équipes, en tout cas, aillent participer à ce projet. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir eu certains membres de votre équipe qui ont pu ressentir, en fait, ce que pourrait ressentir un résident. Et je sais pas si dans tous les projets que vous pouvez proposer, est-ce que ça peut arriver souvent? Je trouve ça vraiment intéressant, de pouvoir, en fait, un peu se mettre à la place du résident, de dire: «Voilà, moi, à travers ce projet, j'ai ressenti ça». Je trouve, en tout cas, que ça a, voilà, un aspect un peu presque philosophique, vous voyez? Et surtout une portée, peut-être, à beaucoup plus long terme que ce que vous imaginiez au début de ce projet. Oui, parce qu'on vit des moments ensemble. Et Ouais. que le bien vivre ensemble, il est pas que les résidents entre eux, il est aussi les professionnels entre eux. Alors attention, hein, la barrière dans le positionnement, elle demande à être régulièrement réajustée en réunion d'équipe parce qu'il peut être difficile sur des agents, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui n'ont jamais, forcément travaillé leur positionnement, par des études ou par, voilà, des formations, et de pas s'épuiser, hein. Il faut pas oublier que c'est pas leur famille, donc du coup, c'est des personnes qu'on accompagne. Mais effectivement, sur d'autres projets, on a sur des projets, qui vont toucher vraiment l'émotionnel et j'ai envie de dire l'humanité, enfin, ou en tout cas, j'ai même envie de vous dire, on partage le quotidien des résidents sur nos établissements. Donc ce partage, il est quotidien, finalement. Moi, je demande aux cuisiniers de goûter, et d'avoir envie de manger, ce qu'ils mangent, pour le donner aux résidents. Comme, les filles qui nettoient le linge, je leur demande de le nettoyer comme si c'était leur propre linge. Enfin, voilà, ou comme si c'était, un investissement qu'on faisait sur notre propre vieillissement. On va se projeter en se disant qu'on aimerait, donc c'est vrai que sur ces types de projets, on essaye de favoriser la participation de l'équipe, pas au détriment des actions quotidiennes, ça c'est clair, parce qu'après c'est le rôle, forcément, on a toujours un salarié, c'est l'animateur, hein. Moi, pour moi, l'animateur est un poste indispensable, comme chaque poste, mais un poste clé dans l'évolution et dans cette coordination de ce type de projet. Mais effectivement, sur ce type de projet, pour moi, en tout cas à la taille de mon établissement, il faut que la directrice soit présente.
et ça demande un engagement de la directrice. Là, l'autre jour, on a nos résidents qui se sont produits sur un spectacle, monté avec des bénévoles et l'animateur. On a proposé aux membres de l'équipe de venir, en soutien de l'animateur ou en soutien des résidents qui se produisaient sur place pour pouvoir vivre cette expérience en commun. Alors au départ, bon, c'est pas forcément dans la fiche de poste, ça demande de bouger les horaires. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a ce type de projet, c'est pas tous les jours qu'on a nos résidents qui se produisent devant 200 personnes sur, en plus, la mobilisation Les Vieux méritent mieux, donc avec une portée fédérale. Et en même temps, finalement, des agents que j'avais dit: venez au moins juste sur votre temps de travail voir la production des résidents», moi je les ai vus, il y a pas besoin de le dire, ils participent. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait un résident qui avait des difficultés à changer, ils sont allés l'aider à changer. Ils les connaissent, ils ont ces points de vigilance-là qui font qu'à un moment donné, il y a un moment de vie qui est partagé, et c'est pas un moment de vie d'équipe et un moment de vie résident, c'est un moment de vie, tous ensemble. Où c'est vrai que du coup, je l'avais pas préparé comme ça sur le podcast, mais ça me fait penser à une formation qu'on avait fait sur le langage d'appréciation et d'amour que, du coup, on a fait cette année, où en fait, c'est une formation qui est, très, ciblée sur notre capacité à pouvoir communiquer, et sur lequel on a intégré des résidents sur un principe de bien vivre ensemble. Donc on a fait une formation partagée, un temps de formation partagé résident, et membres de l'équipe, où en fait, à un moment donné, on était tous citoyens autour de la table avec des casquettes différentes, hein, un habitant, un professionnel, mais avec, la particularité d'être d'abord un humain et d'avoir des émotions et des besoins, et que sur une maison, ces besoins-là doivent pouvoir, s'exercer pour éviter qu'il y ait des situations de tension. Pourtant, je règle des conflits tous les jours. Oui, malgré tout, mais comme on va dire dans toute, communauté, où on pourrait avoir des conflits, sans parler, on va dire, de résidents et de professionnels. C'est vrai que je pense que la posture, à la fois du résident et à la fois du professionnel qui exerce, elle doit être difficile, je suppose, à trouver, notamment quand vous partagez, alors que ce soit, voilà, comme vous avez dit, des formations un peu partagées. Moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir, former, à la fois, vos résidents et à la fois vos professionnels, ou voilà, à travers ce type de projet. Là, on a parlé de la chambre à rêve, mais je suppose que vous avez d'autres projets, vous pouvez partager en tout cas ça. C'est sûr qu'après, le comment en tout cas on vit le après ce type de projet? Comment vos résidents et vos équipes arrivent à se remettre un peu dans ce entre guillemets, hein, dans le quotidien et te dire: «Bon voilà, il y a eu la chambre à rêve, on repart dans voilà, dans nos fonctions». Est-ce que c'est pas difficile justement pour eux d'arriver à se réaxer, à se remettre une autre posture? Comme c'est atypique et que c'est travaillé, comme une opportunité, à un moment donné, un pas de côté dans notre Mmh. quotidien, il y a moins cette difficulté effectivement à repositionner les tâches de travail. Ce qui va être plus compliqué à repositionner, c'est peut-être un surengagement, ou voilà, ou tel agent, je lui ai demandé de passer enfin, un surengagement de la part de l'agent en vouloir rendre service à tel résident, mais en même temps, non, parce que là, c'est pas voilà, ou en tout cas, si on le fait à lui, ça veut dire qu'on est capable de le faire aux 50 autres. Donc du coup, là, et que nos tâches de travail sont prioritaires parce qu'elles sont déterminantes. Si un bâtiment, il est pas propre, on a beau faire tous les beaux projets qu'on veut, on va les mettre, ou une cuisine qui est sale, on va les mettre en risque sanitaire. Enfin, du coup, il y a quand même l'indispensable du quotidien qui peut pas trop s'inscrire dans le temps. Donc comme c'est bien travaillé, que c'est à chaque fois des finalités ou des pas de côté par rapport à notre projet d'établissement qui est sur le bien vivre ensemble, puisque ça, c'est ce qu'on avait travaillé pendant 2 ans, de déterminer un projet sur le bien vivre ensemble. C'est pas ça qui est embêtant. Ça va être plus de réguler après la pratique. Effectivement, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est celui qui m'a fait le plus retravailler sur ma propre pratique, c'est l'utilisation du prénom du résident. Quand vous partagez, une semaine de cirque avec eux, ou voilà, parce qu'on fait de l'initiation aux arts du cirque, et là, cette année, on est sur un projet même, annuel avec 8 résidents. Alors annuellement, je peux pas y aller à chaque fois, ça c'est clair. Mais on a partagé à un moment donné un projet avec, des adolescents, qui initiaient nos résidents sur une semaine aux arts du cirque.
Donc les ados sont venus et finalement avec ces ados, nos résidents ont très rapidement employé, le prénom. C'est Colette, moi c'est, voilà Jenny et cette discussion-là et là vous vous retrouvez à vous, quand vous tenez un résident sur un fil, quand vous mettez en sécurité à lui dire: «Monsieur untel, on avance» et là il vous dit: «Non mais c'est bon, madame Poulet, à un moment donné, je m'appelle Michel, c'est comme ça» et puis donc vous dites: «Bon OK, je l'emploie dans le cadre du projet». Et puis en fait, vous revenez sur l'établissement, ils vous disent: «Mais c'est enfin, on est chez nous, on a envie de s'appeler par le prénom», donc ça a lancé une discussion et des groupes de travail, une réflexion sur l'emploi de l'utilisation du prénom. Vous m'auriez questionné il y a 10 ans en arrière en demandant si un jour j'appellerais les résidents par leur prénom, je vous aurais dit non en termes de positionnement et pourtant ça n'a pas changé mon positionnement. C'est l'histoire de l'établissement, l'histoire de ces projets qui nous conduit à réévaluer systématiquement nos pratiques en fonction de leurs besoins, du respect de notre positionnement, hein. Parce que, OK, allez, moi ça me pose pas de problème que la directrice, on m'appelle par mon prénom. Par contre, ça veut pas dire que vous êtes ma copine. Voilà. Donc, ça veut pas dire que, tel jour vous avez le droit d'insulter telle personne sans que je vienne, faire de la régulation du conflit et que je vous dis que vous êtes pas voilà, que votre langage n'était pas approprié. C'est plus cette régulation-là de réajustement quotidien, mais qui est, je pense, propre à ce qu'on veut développer dans nos structures, c'est-à-dire vraiment le sentiment d'appartenance, d'être dans sa maison et d'être dans son domicile, quand on est quand même sur un lieu où se chevauchent des professionnels et du travail. Donc la frontière, elle demande à être réajustée en permanence, à réfléchir sur l'éthique en permanence et à réfléchir et à adapter aux besoins individualisés du résident. Et c'est vrai que ça prend une énergie et une réflexion folle et que les principes qu'on fixe aujourd'hui ne tiendront peut-être pas dans 1 an et devront être réévalués et ceux qu'on fixe avec tel résident ne tient peut-être pas avec aussi, l'histoire de tel résident aussi. Ouais, bah, vous voyez, au début de l'épisode, je vous ai demandé, quelles sont vos fonctions et en fait, justement, sur, voilà, le fait de nous partager ce projet que vous avez mené et en tout cas tous les autres projets aussi, mais c'est vrai que sur ce projet particulièrement, j'ai l'impression aussi que vous avez ce rôle-là de pouvoir être un petit peu le régulateur, heu, de ce fameux pas de côté. C'est-à-dire que, on se permet justement ce pas de côté parce qu'on en a besoin, parce que je pense vos équipes en ont besoin, parce que vos résidents en ont besoin aussi. Mais c'est à vous aussi de placer le curseur et de dire: «Là, on se permet cela, mais voilà, peut-être à ce moment-là, on va pas se le permettre», voi et je pense que c'est important. Alors c'est difficile, hein, dans une fiche de poste, bien sûr, on va pas le marquer, mais de se dire que vous avez aussi ce rôle-là et qui est, à mon avis, peut-être un des rôles les plus importants dans votre fonction de directeur d'établissement de résidence autonomie. En tout cas, c'est le rôle que moi qui donne du sens à ma pratique. C'est Mmh. pas de sortir un budget, ou de faire Même des si, bon, il calculs. faudra le faire, mais voilà. Voilà, ça fait, ou en tout cas, c'est ce qui donne du sens au travail administratif, mais parce que dans la projection, enfin, on fait un investissement sur sur notre propre vieillissement aussi, hein. On oublie bien souvent qu'on est des professionnels du grand âge et qu'à un moment donné, on va tous se souhaiter de vieillir et on va tous se souhaiter d'avoir peut-être, une solution comme celle qu'on offre, sur notre établissement, qui est certes loin d'être j'aime bien appuyer là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit souvent nos projets, comme en disant: Roger Mistral, c'est génial». Non, il y a des problèmes au quotidien, il y a des situations épuisantes au quotidien, il y a des difficultés, relationnelles quotidiennes. Mais en même temps, effectivement, c'est pas parce qu'on a ces problèmes-là qu'on va pas s'autoriser aussi de vivre des choses qui sont, enfin, qui ne sont pas inintéressantes et moi, je suis pas du tout issue d'une éducation culturelle, hein, et en fait, je me rends compte que le parallèle avec le monde de la culture, quand je parle de ce projet cirque, voilà, moi, les ateliers de prévention de chute, ça a marché une fois, allez, sur comment je me relève, tout ça, mais sur tout ce qui était préemption et motricité, on n'arrivait pas forcément à faire adhérer les résidents. En étant passé par les arts du cirque, on travaille, le fait de se mettre pieds nus, le fait de tenir debout, le fait de l'équilibre, de la confiance, de se permettre des choses qu'on n'aurait jamais, voilà, quand, vous avez, 95 ans et que c'est la première fois de votre vie que vous montez sur une grosse boule, à plus d'1 mètre de haut, bah,
Et par contre, là, derrière, on travaille, mais des axes de prévention, sur la prévention des chutes et sur l'équilibre qui sont dingues. Donc et effectivement, voilà, c'est, des fois la magie aussi de belles rencontres et de beaux projets qui permettent on n'a pas l'habitude de dire, là, je vais avoir l'entretien pro de mon animateur, de définir un planning de l'année et puis en fait, finalement, on se rend compte que, il est très difficile parce que le quotidien fait qu'on va évoluer ou qu'on a, voilà, ce type d'opportunité que, à mon avis, il fallait pas passer à côté et que j'invite tous mes collègues directeurs qui peuvent avoir cette opportunité-là à la saisir. Et que là, pour le coup, c'est un financement conférence des financeurs, et cette compagnie a vraiment réfléchi et fait évoluer elle aussi sa pratique en fonction des différentes difficultés qu'elle va rencontrer ou des projets, dont elle va s'adapter pour, donc oui, enfin, il y a pas de raison de pas la saisir. En tout cas pour Avec ce contexte qui est quand même, on va dire, difficile aujourd'hui sur, la crise des EHPAD, le bien vieillir en France, on c'est vrai qu'on a, en tout cas, cette impression que ce sont des secteurs qui sont, en crise aujourd'hui. Quelle vision vous avez justement des résidences autonomie en général, mais aussi des EHPAD? Parce que je pense que vous touchez aussi du doigt, hein, toutes ces structures. Comment en tout cas vous, en étant on va dire de l'intérieur, vous percevez, tout ce qui est communiqué aujourd'hui par rapport à ce secteur? on va dire qu'il va y avoir 2 niveaux. Heu, on a l'impression qu'on est inaudible. Très concrètement, on va vraiment avoir l'impression qu'on est, puis là, c'est ma posture fédérale qui va le dire, hein, j'ai une certaine frustration à me dire: «Mais comment on n'arrive pas à faire reconnaître la qualité du travail qu'on propose?» Et en même temps, la qualité et aussi la difficulté dans lequel, je veux dire, c'est pas très valorisant, hein. Vous dites que vous bossez avec les personnes âgées, on vous dit: «Ah ma pauvre», alors que, moi j'ai envie de dire que j'espère que je m'éclate dans mon quotidien. Enfin, j'essaye de m'éclater tous les jours dans mon quotidien, même s'il y a des jours où vous sortez d'audit, vous avez pas vous vous demandez ce que vous faites là. On va être très clair. Et en même temps, donc il y a cette, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de voir. J'ai eu encore une discussion hier avec les autorités, de contrôle et je leur dis: «Mais en fait, vous nous envoyez des recommandés, mais vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur notre motivation et si un jour il y a plus de directeur, enfin, c'est bien beau, mais il y aura plus de structure. Enfin, il faut un pilote, hein, il faut un chef d'orchestre pour que la partition, donc il y a quand même cette problématique d'en enfin, d'entendre et je pense qu'il faut nous aussi qu'on se remette en question et sur une communication positive, c'est-à-dire de faire le choix aussi mais sans masquer les difficultés. C'est pour ça que j'accentue vraiment sur le fait: «OK, j'ai un super projet, mais ça veut pas dire que j'aurai pas un budget déficitaire, que j'ai pas des problématiques RH, que je me pose, souvent la question: "Qu'est-ce que je fais là encore et est-ce que je serai encore directrice dans 5 ans?" Ça, c'est une réalité. Hem il y a cette problématique-là et en même temps, dans notre réseau FNADEPA, moi, je vois que des directeurs qui ont envie, Mmh. et qui ont envie de trouver des solutions au quotidien, qui sont encore là pour essayer de motiver leurs équipes quand ils ont pas de levier, pour une prime ou et qui, en même temps, ont envie parce qu'ils ont en face d'eux des histoires de vie, enfin, des parcours de personnes âgées, qui méritent qu'on leur porte l'attention et qu'on leur porte là l'attention, là, maintenant. Donc c'est très, je sais pas comment, c'est pas opposable. C'est très, moi, j'ai envie de vous dire que si j'y bosse encore dans ce secteur, c'est que j'y crois encore et que j'ai besoin d'y croire et que, j'ai aussi, c'est vrai que c'est pas venu alors que d'habitude ça vient plus rapidement dans ma présentation, mais j'ai aussi, la casquette d'un parcours d'une aidante de ma propre grand-mère pendant 20 ans dans toutes ces étapes de perte d'autonomie qui font que même en étant issue du secteur, j'ai vraiment, souffert de cet isolement, de cette opacité des dispositifs, de finalement à ce qu'on comprenne vraiment ce qu'on était en train de nous traverser en tant que famille et ce sentiment de solitude malgré toutes les instances de coordination qui peuvent exister. Donc j'ai envie de vous dire, oui, j'ai envie d'y croire. Après, jusqu'à quand? Jusqu'à mon propre épuisement malheureusement, je pense. Mais
et celui-là, il est pas reconnu. Où tout le monde dit: «Oui, oui, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est compliqué dans les EHPAD, il y a la crise de nos professions, on sait que c'est compliqué parce qu'il y a une vague, de personnes âgées qui arrive, mais OK, mais quels sont les moyens qu'on met en face en parallèle, si ce n'est, certes des évaluations qui amènent une démarche qualité qui était indispensable et qui permet aux équipes d'avoir cette réflexion, mais comme on la met pas du tout en relation avec les moyens dont on dispose pour le faire, ben, enfin, voilà. Je je serais pas donc j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'y croire et qu'à un moment donné, j'ai envie d'être vieille et j'ai envie qu'on s'occupe, correctement de moi quand je serai vieille ou j'ai envie d'avoir des solutions, sur mon propre vieillissement pour pas que ça repose sur la gestion de mes enfants. Du coup, mais jusqu'à quand et comment se faire entendre, c'est les opportunités d'un podcast comme le vôtre, je pense et là, je vais vous remercier pour ça. Du coup, c'est, la possibilité d'avoir aussi de la communication positive parce que, par exemple, on a un autre projet avec des lycéens où on le commence chaque année en leur demandant s'ils ont envie de bosser dans le secteur de la personne âgée. Ils nous disent: «Non». Mmh. Et puis finalement, d'avoir fait 3-4 rencontres sur Roger Mistral et des projets, autour, de différentes en fonction de l'année, du coup, on se rend compte qu'on en a peut-être 3 ou 4 qui ont envie d'aller dans le secteur personnes âgées. C'est déjà 3 ou 4 de gagnés et je pense qu'on a aussi une responsabilité, nous, directeurs et professionnels du grand âge, de montrer que nos métiers sont beaux pour donner envie aux jeunes. Moi, j'ai eu cette chance-là, hein, d'avoir, des gens qui m'ont accompagnée dans mon parcours et qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de m'engager. C'est pas un public sur lequel on va spontanément, Mmh. voilà. Mais même moi, hein, il y a 20 ans, j'allais plutôt, je voulais être, assistante sociale pour être dans l'aide sociale à l'enfance. Bon, finalement, mon premier poste a été dans le secteur de la personne âgée et je l'ai gardé. Du coup, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné aussi envie Mmh. d'aller et de mesurer. Alors c'est un public qui est extrêmement exigeant, hein, vraiment, hein, ils sont vraiment pas tendres avec nous, hein, on va le dire. Puis ils ont toute leur histoire de vie qui font qu'ils ont tout ce recul-là pour vous faire, bien comprendre des fois quand ils sont pas contents. Par contre, un merci, d'une personne âgée, il a tout le poids des années et toute l'histoire de vie. Donc quand ils sortent d'un projet comme ça et qu'ils vous disent merci, allez, sans vous dites: «Ouais, j'ai été utile». Et on est sur des professions de l'humain où on cherche à être utile et même si on a été utile qu'à 1 ou 2 personnes et 1 ou 2 journées, c'est toujours ça de gagner dans le monde dans lequel on vit, je pense. Ouais, complètement. Donc j'ai envie Enfin d'être moi optimiste. je vous rejoins en tout cas parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. C'est une anecdote en tout cas moi que j'aime toujours partager dans cet épisode. C'est un moment dans ma carrière, j'ai, dû refaire des études pour refaire un master et je faisais justement un mémoire et j'ai interrogé énormément d'étudiants, dans la santé, que ce soit des étudiants en médecine, que ce soit des étudiants sages-femmes, des étudiants infirmiers, des étudiants kinés et ce qui me marquait en fait à chaque fois et j'étais pas prête du tout à ça, c'était leur perte de motivation quand justement ils entendaient toute cette communication très négative sur soit leur profession, soit sur le secteur. Et je me rappelle très bien de leurs mots, alors que j'ai vraiment interrogé des personnes très différentes, dans des localisations différentes, qui me disaient: «Mais tu te rends compte, c'est terrible pour nous. On n'est pas encore dans le milieu du travail, on y arrive et pour autant chaque jour, on entend que ça va mal». Et ça, c'est terrible parce que, on appréhende encore plus d'aller en fait au contact de nos métiers et te dire: «Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est si terrible que ça?» Et en fait, moi, c'était un peu voilà, je pense ces mots et ces paroles, elles sont restées un peu ancrées dans ma tête. Et puis, voilà, quelques mois après, il y a ce projet de podcast qui est né en se disant, pour aussi tous ces étudiants, et toutes ces personnes qui font aussi des fois des reconversions professionnelles et qui vont aller vers ces secteurs, de dire: «OK, c'est difficile, certes, mais vous allez avoir des moments, mais de gratitude qui sont, je pense pas que dans d'autres secteurs, on arrive à ressentir ça et je vous rejoins quand vous dites le merci d'une personne âgée, elle peut vous marquer, à vie et c'est là où on se dit qu'on a des métiers, les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, sont des métiers qui sont incroyables parce que ça donne du sens à toute votre vie et je pense que ça, c'est indispensable de le communiquer de cette façon-là. Ouais.
Oui, oui, même un projet qui peut être extrêmement douloureux. Du coup, on fait écho sur une résidente qui, dans ses directives anticipées, m'avait marqué: «Madame Coulet, je veux mourir là et je veux surtout pas aller à l'hôpital». OK, sauf que celle-là, c'est pas moi qui l'a choisie, hein, c'est pas moi le médecin, c'est pas moi qui décide d'une situation d'urgence ou pas. Et puis quand le moment a été décidé qu'effectivement il y avait plusieurs fonctions vitales qui étaient en train de lâcher, elle avait encore toute sa tête, ça a été, de l'hospitalisation à domicile et une coordination autour d'un soin palliatif. Le projet, c'est ce que je disais aux équipes, il est douloureux, elle part, voilà, elle décède et elle va décéder dans l'établissement, cette dame. Par contre, je sais pas si vous pouvez imaginer le poids de ce qu'on lui a permis de partir en sérénité et d'avoir choisi de mourir dans son lit, chez elle, entourée de effectivement, un établissement où ça faisait 15 ans qu'elle vivait. Derrière, ouais, votre travail, il prend tout son sens. Voilà. Et pourtant, on est sur un moment douloureux qui, au départ, fait très peur aux équipes en disant: «Mais elle va oui, mais à un moment donné, elle va mourir de toute façon, donc et on va tous mourir». Donc comment on arrive jusqu'à ce moment-là? Moi, je trouve que, ouais, j'ai envie de dire que c'est une chance de vieillir et c'est une chance de pouvoir accompagner ce vieillissement. Mais mais on n'est pas aidé au niveau de la société, on n'est pas aidé au niveau des moyens et des représentations qu'on y met. Alors peut-être qu'on se dit qu'en tant qu'effectivement directeur et qu'on accompagne, nous, on a le devoir de montrer que, mais sans l'édulcorer. Attention, encore une fois, hein, voilà, avant le podcast, j'ai fait une régulation de conflit d'une résidente qui m'en a insulté une autre. Sans l'édulcorer, ça fait partie du quotidien d'une micro-société de mesurer l'impact de nos actions et elles se mesurent pas en chiffres, elles se mesurent plutôt en qualité et qu'aujourd'hui, on nous donne pas les moyens d'avoir toute cette qualité-là. Mmh, Mais complètement. mais moi, c'est pas une réponse qui me convient, même si j'ai pas les moyens de faire de la qualité, je mets en place des stratégies pour, mais ça demande à ce qu'on embarque les équipes là-dedans et ça peut exposer les équipes à des risques psychosociaux aussi dont j'ai bien conscience et que, il y a régulièrement des visites à la médecine du travail ou d'un temps de régulation en pratique avec une psychologue, parce que sur des partenariats qu'on a développés, parce qu'il faut pas aussi, mesurer l'impact que ça peut avoir, émotionnellement parlant à titre, personnel et pourquoi il y a des situations d'épuisement dans notre secteur. Ouais, complètement. C'est là le on va dire un peu le paradoxe, hein, de tout ce qu'on se dit. C'est, des projets incroyables, des moments suspendus, mais pour autant, il y a un retour des fois, au quotidien qui est dur. Parce que, voilà, on est quand même dans des difficultés, notamment, voilà, dans le secteur, il y a des difficultés de financement, mais pas que. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi ne pas, tronquer la vision, que ce soit d'une manière très positive et d'une manière, très Mmh. négative. Gwendoline, si, justement on a, des personnes qui aimeraient échanger avec vous, alors peut-être des directeurs qui aimeraient en savoir plus peut-être sur le projet Chambre à rêve ou tout simplement, de connaître un peu mieux, voilà, vos fonctions, vos quotidiens, comment ils peuvent vous contacter? Je pense que sur ma page LinkedIn, c'est le plus simple parce qu'il faudrait pas charger les appels sur mon ma structure pour mon assistante. Mais, j'essaye On de va alors prévenir votre santé mentale et votre charge mentale, mon activité, mais sinon, mes coordonnées sont, comme j'occupe un mandat fédéral sur, la FNADEPA, sur l'annuaire de la FNADEPA, il y a mes coordonnées, sinon sur ma page LinkedIn. Je pense que c'est le plus simple et puis c'est comme ça moi que j'ai contacté Gwendoline donc je vous assure qu'elle vous répondra, c'est sûr. J'ai une dernière question pour vous. C'est une question qui est un peu rituelle depuis, quelques épisodes. Est-ce que vous auriez un invité à me recommander pour un prochain épisode, heu, ou vous, en tant qu'auditrice du podcast, vous aimeriez entendre à ce micro? Alors la question est difficile. Il y a plein de super directeurs. Moi, il y a un projet qui me touche particulièrement, c'est un projet, d'Elsa Baladena, directrice d'un EHPAD, maison de retraite protestante, sur, la mise en relation de personnes incarcérées avec des résidents d'EHPAD sur un projet RAP. Ça, c'est un projet complètement sorti des sentiers battus, hyper inspirant parce que, tant moi, les projets Interg, ça fait des années que j'en mets en place, mais
d'être allé chercher effectivement ce côté, carcéral, d'enfermement, en le mettant en parallèle avec, ce que pouvait, à un moment donné, représenter l'EHPAD, pendant le Covid, alors que ça pas enfin voilà, que c'était des maisons. J'aurais tendance à dire alors moi j'ai la chance de l'écouter, régulièrement parce que c'est aussi devenu une amie. Il existe plein de directeurs qui ont plein de très belles initiatives à leur niveau et qui sortent un petit peu des sentiers battus et que s'ils avaient défendu ces projets-là auprès des financeurs, ils les auraient peut-être pas eus et qui ont fait le choix de d'abord les mettre en œuvre et montrer le résultat et l'impact que ça a eu. J'aurais tendance à vous dire là, c'est le nom qui me vient parce que pour moi ça, c'est un projet hyper inspirant. Mais je ne manquerai pas de vous en communiquer régulièrement parce que dans notre réseau FNADEPA, on a beaucoup de directeurs qui ont, enfin, je pense cette valeur et l'envie d'y croire et l'envie de sortir un petit peu de ces sentiers battus et de montrer la communication positive. Ouais, bah, de toute façon, vous avez compris que c'était un peu l'essence même de ce podcast, sur, le côté j'aurais pu l'appeler, «Les sentiers battus» parce que, dernièrement, j'ai enregistré avec une personne qui a quand même, modélisé sa pharmacie avec, des Legos et elle a demandé à tout son personnel d'apporter des Legos pour modéliser parce qu'elle n'avait pas de budget et qu'il fallait absolument modéliser cette pharmacie hospitalière. Donc elle s'est débrouillée comme elle a pu, avec voilà 0 financement et pour autant ça a été un projet qui a dépassé ses attentes parce que, bah, ça a été un projet de cohésion d'équipe, parce que ça a été un projet qui a parlé à tout le monde et des fois, bah, voilà, il suffit un peu de créativité, il suffit de s'entourer aussi des bonnes personnes, c'est important et surtout de s'inspirer parce que c'est souvent, je pense, en s'inspirant de d'autres secteurs, d'autres professionnels qu'on arrive à mettre en place des choses, même si c'est vrai, c'est difficile, même si les financements sont pas toujours là. Mais pour autant, je pense que voilà, le côté communauté aussi de ces personnes qui se battent au quotidien et qui montent des projets, il est important, à faire vivre. Merci Gwendoline pour cet échange. Moi, j'ai rêvé avec vous. Vraiment, quand vous nous avez raconté la chambre à rêve, moi, je suis partie avec vous. C'était vraiment hyper, mmh, j'ai eu un enthousiasme, en fait, de ce projet, de savoir que vous avez pu le faire vivre et je vous remercie, en tout cas, d'avoir pu, nous le partager dans ce podcast et puis, bah, écoutez, j'espère que vous aurez encore d'autres projets et je pense qu'ils ont beaucoup de chance, en tout cas, de vous avoir au sein de votre résidence autonome. À très bientôt, Gwendoline. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.